Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Salut les démons et bienvenue à cette édition du 18 novembre 2022, édition chargée ici au Chevalier du Démon du Midi, parce que je vais vous montrer un clip vraiment weird. On va y aller en musique un petit peu. Je reçois Jason Brennan qui vient nous parler du long métrage québécois L'Inhumain, que je ne connaissais pas avant ma discussion avec lui. Stéphane et moi, on parle du film Smile, mais avant, Daniel, est-ce que tu peux nous dire là, quels films ont vu le jour un 18 novembre? Salut tribu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Donc aujourd'hui, en ce 18 novembre, on a un total de 18 films qui sont sortis. Puis voici les highlights parmi ceux-ci. Donc en 1972, on a le film Sisters de Brian De Palma qui est sorti. Le film en vedette Margot Kidder, puis 2 ans plus tard, on a pu la voir dans Black Christmas. Ensuite, en 1982, on a Mansion of the Living Dead de Jess Franco. J'ai pas vu beaucoup de films de Jess Franco, j'ai pas vu celui-là, mais pour ce que j'ai vu, je suis pas full impressionné. Ensuite, en 1983, on a un de mes préférés, sinon mon préféré. On a Sleepaway Camp de Robert Hiltzik qui met en vedette Phyllis Rose. Après ça, toujours en 1983, on a Amityville 3D, qui est Amityville 3, là. Après ça, en 1988, on a le film Twice Dead, qui a l'air quand même vraiment le fun comme film. C'est un film de maison hantée, là. Ça a l'air vraiment cool. Après ça, en 1990, on a le film It de Tommy Lee Wallace, adaptation du célèbre roman de l'auteur Stephen King. Et finalement, en 1997, on a le film Jack Frost, à ne pas se mélanger avec le film de 1998, Jack Frost. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. À la prochaine les tripeux, puis back to you Steve. Merci Daniel. Maintenant, la semaine dernière, pour ceux qui ont écouté l'épisode, ceux qui ne l'ont pas fait, ben, allez écouter cet épisode-là. C'était super important parce que j'avais Vanessa et Frédéric qui sont venus nous parler, en fait, de leur court-métrage, Les Tubercules. En fait, Frédéric est un auteur et Vanessa une réalisatrice. Ils se sont mis ensemble pour faire un court-métrage et mon souhait était de voir la bande-annonce. Et comme par magie, elle est arrivée sur les réseaux sociaux cette semaine. Je vous invite donc à regarder la bande-annonce des Tubercules. J'étais là pour en apprendre le plus possible sur Bigot et l'histoire cachée de Beaumanoir. Mais ce qui se préparait semblait bien plus important. J'ai cru les entendre parler d'un rituel en lien avec leur récolte. Je ne vais jamais savoir avec certitude ce qui lui est arrivé. Même si au fond de moi, je le sais. Maintenant, grosse nouvelle, les gens, les fanatiques d'horreur ont eu peur. La fameuse maison de Texas Chainsaw Massacre, l'original, était en vente et elle a été achetée par les nouveaux propriétaires. Et là, tout le monde avait peur que cette maison-là se fasse foutre par terre. Ce n'est pas le cas. Les nouveaux propriétaires disent qu'ils vont garder cette maison-là, ils vont la rénover, ils vont faire quelque chose d'encore plus cool et que les fans d'horreur vont être extrêmement contents d'aller visiter la maison. Je suis soulagé, j'ai jamais été au Texas et avec Sur la route de l'horreur, c'est dans notre planning éventuellement d'aller là.
Maintenant, maintenant, dans le podcast sur la route de l'horreur, on aimait ça quelquefois, faire un n'importe quoi. Eh bien, je suis tombé sur un clip qui fit vraiment, vraiment dans le n'importe quoi. All right, here we go. It's time for n'importe quoi dehors. N'importe quoi dehors. N'importe quoi on the road of the terror. Et oui, je suis tombé sur un groupe d'horreur, sur ce n'importe quoi-là, sur un clip complètement weird du groupe. Là, c'est un peu difficile à nommer parce que c'est un groupe anglophone, il utilise des termes français. Si je le fais en français, ça serait Monsieur Pompier Traveling Freak Show. Je présume que c'est quelque chose genre Monsieur Pompier Traveling Freak Show. Et le clip s'appelle Banana Boy, la chanson s'appelle Banana Boy. Et pendant les prochaines minutes, je vais vous faire découvrir cette chanson-là assez weird, merci. Banana boy did a very bad thing, pushed a girl off a swing. He smiled as she fell to the floor on her face, such a devilish disgrace. For a thousand nuts and fell, he saw his little finger turn from flesh to green, then to a ripe and yellow tune. It was evident he was transformed into a banana boy. Banana boy made a second mistake. He put worms in a cake. The birthday was ruined and the children got ill, but it gave him a thrill. Just as the night before, a second young fellow sprung out of his hands. He felt conspicuous. This was too much for him. He did not want to be a banana boy. Banana Banana boy stole a Labrador's lunch. Now his hands in a bunch. He paid for his crimes with the use of his fists. Now he twitches and twists. Don't shake him by the hands. Don't try to pull his finger. It's not edible, and it could be contagious. Stay on the straight and narrow and live your life unlike that banana boy. Banana boy tried to set himself free, but it was not to be. He sliced at the fruit with a knife and a saw, but the blood wouldn't draw. Banana boy made a final foray and got carried away. He tugged at the tail of a pretty pussy cat as she clawed apart the brats. Take my advice, my friends, for if you dilly-dally, you might find yourself with popping peeling feelers. Save your appendages and don't go kicking cats like banana boy. Hein, c'est-tu dans le n'importe quoi? C'est dans le n'importe quoi. Je repartirai pas le thème parce qu'on a assez vu Zomblard, hein, une fois de temps en temps, c'est assez. Mais je vais essayer des fois, là, si je trouve des musiques d'horreur, des bands qui font des trucs d'horreur, je vais peut-être essayer de vous faire une petite pause musicale comme ça, là, vers le début, milieu de l'épisode. Ça peut toujours être le fun. Et surtout, ça détend l'atmosphère pour mon invité. Oui,
plus tôt cette semaine, j'ai parlé à Jason Brennan. Jason Brennan, c'est le réalisateur du film L'Inhumain, et j'ai découvert ce film-là grâce aux Bits, au Blood in the Snow, parce que le film va être projeté au Blood in the Snow dans les prochains jours. Donc, je vous invite à regarder l'entrevue que j'ai réalisée avec Jason. Je suis avec Jason Brennan, le réalisateur de L'Inhumain, un film que je ne connaissais pas, qui va passer au Blood in the Snow dans quelques jours, en fait. Salut, Brennan, ça va bien? Salut Steve, oui, ça va très bien. Écoute, on s'en parlait hors d'onde. Moi, je suis un fan fini. Les gens qui suivent le show du Blood in the Snow, j'y ai souvent été. J'adore Kelly et toute la gang qui organise ça. Et là, je parlais avec Kelly et je lui posais la question, ah, c'est quoi tes films québécois cette année? Puis il me parle de L'Inhumain, un long métrage. Puis je suis comme, mais c'est quoi ça? Fait que je me suis dit, il faut absolument que je contacte Jason, parce que je veux que tu viennes nous parler de ton film, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi, puis c'est important d'avoir un long métrage québécois d'horreur, en plus d'horreur fantastique, mystérieux, là, je veux dire, il faut parler de ça. Ben merci, mais regarde, effectivement, ta première constatation qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le film, c'est 100% vrai. Puis c'est drôle parce que même moi, dans ce processus-là, tu sais, regarde, moi, à la base, ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie, mais les gens me connaissent plus au Québec comme étant producteur. Je veux dire, mon père est autochtone, ma mère est québécoise. Puis quand j'ai terminé mes études, ben, je me suis tout de suite rendu compte qu'il n'y avait pas de producteur autochtone comme tel au Québec. Fait que là, indirectement, j'ai été poussé de ce côté-là, mais la raison pourquoi j'étais dans la business, c'était parce que je voulais être réalisateur, scénariste en partant. Okay. Donc, j'ai eu l'expérience de documentaire, de show jeunesse. J'ai réalisé un peu plus de ce côté-là, mais pas du côté dramatique. Puis là, j'ai eu la chance de vivre une couple de plateaux comme producteur en termes de dramatique, des longs métrages, de la série et tout ça. Puis finalement, je me suis trouvé à être prêt pour faire mon premier long métrage qui est L'Inhumain. Fait que tu sais, j'ai été chanceux là-dedans parce que j'ai appris par l'expérience des autres, de un. Donc, c'est ça. Fait que là, je fais mon film, je fais L'Inhumain, puis c'est un film, ben en fait, tu sais, l'histoire, en gros, c'est que c'est une interprétation moderne de l'histoire du Wendigo. Okay. Tu sais, ça n'a pas été traité, moi, de ce que j'ai vu, vraiment, de la perspective autochtone. Donc, toutes les connotations derrière cette histoire-là n'avaient pas été nécessairement abordées au-delà du premier degré de l'histoire du Wendigo. Fait que c'est ce que je voulais faire en partant. Okay. Donc, tu sais, je l'ai écrit, c'était basé sur une histoire qui avait déjà été conçue avec quelqu'un d'autre, puis finalement, je me l'ai approprié, puis je l'ai développé, puis j'ai ramené ça vraiment à l'essence importante de ce que je voulais faire. Donc, quand le film est sorti en salle, oui, on a eu une quinzaine de salles au Québec et tout ça, okay. Mais on est sorti après la première ou la dernière vague. Les salles étaient bondées, puis on est sorti la plus belle fin de semaine au Québec en termes de température. Fait que j'étais puis moi, j'avais pris le gamble avec Cineplex. Qu'il fallait que j'atteigne un certain nombre de box-office. J'étais juste en dessous. Fait que, le film n'a pas une longue durée en salle. C'est correct, mais avant tout, c'est quand même un film qui connaît une belle sortie en tant que tel. Oui, parce que là, c'est disponible sur Crave en français, c'est ce que j'ai vu. Est-ce que tu as fait Fantasia? Le film n'a pas passé à Fantasia. Non. Parce qu'à cause de la sortie en salle, puis le timing n'était pas bon, je présume. Ben, c'est ça. C'est parce que nous autres, le film a été... La première a été au Festival de film en Abitibi l'année passée, le 31 octobre, ce qui était parfait pour nous autres. Oui. Surtout que le film était tourné dans cette région-là. Moi, mes parents viennent de Maniwaki et de Kitigan-Zibi. Fait que c'était de le présenter en Abitibi en partant. C'était comme un must pour moi, tu sais. Puis je voulais pas attendre toute l'année complète au mois d'août. Puis après ça, j'avais une offre de sortir dans le Canada anglais à Whistler. Fait que j'ai pris cette offre-là. Fait que c'était parfait pour moi. Puis après ça, on a fait une couple de festivals qui nous a amenés à la sortie en salle qui était au mois de mai l'année passée. OK. T'as dit Maniwaki. Est-ce que tu connais Martin Bruyère? Oui, je connais Martin. OK.
on s'est côtoyés quand on était plus jeunes. Oui, je connais très bien OK, parce que Martin. Martin, en fait, c'est mon co-animateur sur la route de l'horreur. Quand on part sur Frisson, là, Martin, il y a un show sur les médias horrifiques puis tout. Fait que il parle souvent de Maniwaki, des fois pas en bien, parce qu'il est Ouais, parti de là, puis il aimait pas ça, il trouvait ça plate. Mais, OK, mais je trouve ça intéressant que tu ben connaisses oui. Martin. Je sais que C'est Martin super est cool. grand fan de films d'horreur, là, c'est Ah sûr. ouais, ouais, solide, Ouais. vraiment, vraiment solide. Là, on parlait des festivals puis tout, on a parlé du Blood in the Snow. Euh, Plus tôt cette semaine ou la semaine passée, en tout cas, ils ont sorti leur mise en nomination, les Bloodies, et j'ai vu l'Inhumain là, en tant que meilleur film, Samuel Tremblay en tant que meilleur acteur, meilleure réalisation, meilleur scénario, la meilleure musique de Alain Auger, puis le meilleur montage d'Amélie Labrèche. C'est beaucoup de nominations au BITS, là. Puis le line-up cette année au BITS, il est solide. Fait que c'est vraiment le fun, là. Vraiment, vraiment, pour moi, là, j'ai resté surpris quand j'ai vu tout ça. J'ai fait garde. Tu sais, regarde, j'en suis extrêmement reconnaissant. Puis de voir tout ça, tu sais, j'étais extrêmement chanceux parce qu'on a tourné le film en plein dans le creux de la pandémie, Ah ce oui. qui fait que il y avait des grosses pointures en termes d'équipe qui se retrouvaient disponibles à cause que leur série, leur film était repoussé. Puis Mhm. nous autres, ben moi, honnêtement, vu qu'il y a un comédien à l'écran, pratiquement la moitié du film, c'était parfait, tu sais, à cause des exigences puis des normes sanitaires à cause de la COVID. Fait Ouais. on a décidé d'y aller de l'avant pareil. Mais tu sais, comme quelqu'un comme Amélie Labrèche, ben, tu sais, elle fait de la grosse job au Québec. Puis de elle, de lui proposer un film d'horreur, c'est pas quelque chose qu'elle a fait beaucoup. Fait qu'elle a fait OK, oui, j'embarque là-dessus. Tu sais. Même Ah, mais en affaire plus, pour Sam. Tu sais. c'est ça. Durant la pandémie, tu sais, moi, avec Hell to the Daylight, j'en ai parlé avant, mais le fait, ça m'a aidé qu'il y ait une pandémie parce que Fantasia sont tombés virtuels, puis il y avait besoin de. Tu sais, ils m'ont approché et ensuite, il y avait tellement de monde, pas de réalisateurs, de journalistes qui ont pu voir le film, faire des critiques, que ça a ouvert des portes de fou. Fait que, tu sais, la pandémie, des fois, ça l'aide pour certains projets, dont le Ouais, tien, en fait, ouais. qui a vraiment aidé. Donc là, c'est le BITS. Et après, c'est quoi le parcours du film? Qu'est-ce qui reste à Ouais. faire avec l'Inhumain ensuite? Ben, en fait, il y a le BITS la semaine prochaine. Là, il y avait cette semaine, il y avait l'American Indian Film Festival à San Francisco. Fait Mhm. que c'est drôle parce que le film se situe dans le genre, dans le côté autochtone. Fait qu'il est comme un peu dans ce cycle-là. Puis là, en fait, là, en primeur, là, ça va être annoncé officiellement. On a signé avec Avi Federgreen et Redwater. Donc, Avi travaille sur tout ce qui est distribution en Amérique du Nord et à l'international. Du côté québécois, ben, ça, on s'en est occupé. Fait que c'est sûr que suite, ben là, il est disponible, comme tu disais, sur Crave, il est disponible sur les plateformes, sur demande, etc. Puis, suite à ça, en fait, le film va être diffusé sur Radio-Canada. Ah, Euh, ben ça, c'est le fun, ça. ouais. Fait donc ça, puis après ça, probablement à PTN aussi. Là. Donc, en termes du côté québécois, il va avoir la vitrine qu'il nécessite. Puis là, on espère, là, avec Avi et son équipe, avoir une porte pour le Canada anglais et les streamers de genre. Écoute, c'est très cool. Et ensuite, après l'Inhumain, c'est quoi tes prochains projets? Est-ce que tu restes dans le genre de l'horreur? Parce que tu fais tellement de choses, pas juste horreur et horrifique et tout. Donc, c'est quoi les prochains projets pour Jason Brennan? Ouais, ben c'est ça, regarde, c'est ça, j'ai produit la série là, qui était disponible sur Radio-Canada cet automne pour toute Flora, Ma qui était blonde a regardé ça religieusement. On regarde souvent des séries québécoises, puis des fois, elle s'en a pas pris une ou deux, là, qu'elle commence toute seule, puis elle est comme, ah non, mais moi, je t'attends pas. Fait que j'ai pas regardé ça là, mais ouais. je sais que Nancy, elle a vraiment beaucoup aimé. Fait que c'est ça, tu sais, avec ça, je dirais que ça l'a occupé beaucoup de notre temps l'automne. Puis là, on travaille sur une autre série dramatique, encore une fois, comme producteur. Mhm. Mais comme scénariste-réalisateur, je vais attaquer un autre, je vais rester dans le genre, Oh. perspective autochtone. Puis cette fois-ci, ça va être quelque chose à contexte qui touche extraterrestre. Oh! C'est intéressant. Ouais, C'est le fun. ouais,
Ouais, c'est une autre histoire qui me fascine. Tu sais, moi, je suis le genre de personne que, en termes du genre horreur, je ne suis pas un gars de slasher film. Je suis un gars de horreur, si on peut dire, là, mindfuck. Ouais, exactement. Donc des films comme ça. Puis c'est ce que j'ai l'intention de faire avec mon prochain, là, lorsqu'on regarde. Là, c'est un peu d'explorer la thématique village, perspective autochtone, cohabitation allochtone, puis histoire extraterrestre là-dedans. Donc, ouais, c'est ça. Bon, ben c'est très cool. Écoute, merci beaucoup d'avoir passé sur le show. Puis, ben écoute, j'espère qu'on va se revoir ou même qu'on va se rencontrer éventuellement en Oui. live, en présentiel, qui est un nouveau mot hein, que le monde n'utilisait jamais à cette heure, mais en présentiel, c'est fou raide, ce concept-là. C'est incroyable. Écoute, merci beaucoup, Jason. Merci. Et je vais laisser les gens avec ta bande-annonce, justement, pour que le monde puisse voir la bande-annonce de l'Inouï. Cool, merci. You're not scared of the forest sometimes, right? Well, no. There's nothing to be scared of. You're still thinking about what you saw. It reminds me of a story my dad used to tell us. You talk about a creature. This creature was once a man. It was consumed by its own hunger. C'était juste une lésion superficielle. Ouais, mais ça aurait pu dégénérer assez rapidement. Eh non, voyons. T'as-tu des plans plus tard? Bonne journée? Ouais, je suis un kid aujourd'hui. L'Angelica, tumeur cérébrale. Oh, pauvre kid. Tu prends-tu des médicaments prescrits par d'autres médecins que tu aurais oublié de me mentionner? Ou d'autres types de narcotiques? Il y a ta mère qui a téléphoné. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a vraiment hâte de nous voir. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je l'ai inventé. Dad! There's something in the shed! What? Ton père, il parlait toujours de toi. Mais il s'est toujours demandé pourquoi tu revenais plus jamais nous voir. Depuis l'entrevue, le film a gagné 2 prix dans un autre festival, dans le American Indian Film Festival de San Francisco. Jason a gagné le prix du meilleur réalisateur et en plus, Samian, l'acteur principal, a gagné le prix pour le meilleur acteur. Fait que félicitations au film, puis je souhaite vraiment au film de gagner des prix au Bits. Je vous rappelle que le Blood in the Snow, ça commence là. Puis si vous êtes dans le coin de Toronto, allez au Blood in the Snow. C'est un festival vraiment, vraiment, vraiment cool où il y a des très bons films. Parlant de films, j'ai lancé le défi cette semaine à Stéphane Labelle d'écouter le film Smile. Et il va-tu avoir aimé ça? On va checker ça. Hey, toi, regarde-moi ça. Très à propos, le gros sourire dans ta face. Je présume, mon Stéphane, que ça prédit un meilleur sort que nos 2 derniers films. Qui, en passant, je regarde les commentaires sur la vidéo de Jeepers Creepers Reborn là, que j'ai envoyé dans quelques pages sur Facebook et c'est unanime. Tout le monde dit que c'est épouvantable. Puis j'avais pas vu le rating. Sur Internet Movie Database, il est 2.5 sur 10. Bon, moi, il n'a pas baissé. La dernière fois que j'ai checké, il était à 2.5. Puis je me disais, mettons, avec chaque semaine qui arrive, ça va sûrement se rendre à 1.8 d'ici 6 mois à peu près. Puis même qu'il soit à 2.5, il y a des gens généreux. Il doit y avoir beaucoup de membres de l'équipe de tournage qui ont donné des 10 là, pour remonter la moyenne.
Good. Hey, mais là, cette semaine, on passe à autre chose. Hein. Je t'ai mis au défi, whatever, d'écouter le film Smile qui a connu un super gros succès au box-office. Puis là, je veux savoir, mon Stéphane, comment t'as trouvé ce film-là? Ben, premièrement, si tu te souviens au dernier épisode, je t'ai parlé que mon fils avait dit que c'était le pire film qu'il avait vu au cinéma de sa vie. Ouais. Je veux le pardonner, je sais ce qu'il veut dire maintenant. Il n'a pas voulu m'en dire plus. Il a juste dit, il faut que tu regardes ça, papa, tu vas voir. Mais moi, c'est le pire film que j'ai vu au cinéma. Il m'a expliqué après, parce que j'y ai dit, pour vrai, moi, j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça divertissant, j'ai trouvé ça efficace comme setting puis comme mood. Puis il me dit, tout le monde riait dans la salle. Fait que dès qu'il y avait un jump scare ou dès qu'il y avait une scène qui était fixée sur les visages des gens qui sourient, les gens partaient à rire, puis ça l'a complètement sorti de l'ambiance. Fait OK. qu'il a demandé à ce qu'on le réécoute ensemble dans un setting favorable. Puis je comprends pourquoi qu'au cinéma, ça l'a gâché l'expérience. Impossible d'être tendu ou d'avoir peur. Mais moi, par contre, Steve, je suis quand même assez endurci. Je suis sûr que c'est pareil pour toi. Ouais, Au effectivement. fil du temps, il n'y a plus grands films qui me font peur. Il y a des films qui me font du bien à regarder puis que j'apprécie, tu sais, comment ils ont fait des efforts pour nous rendre inconfortables, mais des fois, ça ne réussit pas à atteindre la cible. Puis dans Smile, ça a fonctionné. Il y a plusieurs scènes qui m'ont glacé le sang. Je ne suis pas un fan de jump scare, je te dirais. J'imagine que toi non plus, tant que ça. Je Ouais, trouve ça ça cheap. dépend, ça dépend qu'est-ce que tu regardes. Si tu regardes un Friday the 13th, tu veux des jump scares. Le film est fait pour ça. Oui, ça Et fait si tu partie de regardes un l'expérience. film comme I don't know, Midsummer, ben là, c'est sûr que là, c'est pas du jump scare. C'est complètement différent. Mais bon, vas-y. Ouais. Mais je trouve que dans Smile, les jump scares sont efficaces. Je trouve que la sonorisation est excellente dans le film. Mhm. Juste d'emblée, évidemment, je pense que tout le monde connaît le concept un peu. C'est un genre de curse, de maladie mentale, de si quelqu'un est pris par ce curse-là, il faut qu'il le transmette à une autre personne à l'intérieur d'X nombre de jours. Puis, tu sais, c'est un concept qu'on a déjà vu. Moi, je te dirais, si The Ring avait fait l'amour avec It Follows, le bébé Exactement. qui serait né de ça serait Smile. Ben oui. It Follows, c'est le même principe. C'est très nébuleux. C'est Mhm. quoi exactement qui se passe dans It Follows? On ne le sait pas vraiment. C'est pareil dans Smile, mais je te dirais que Smile est moins subtil. C'est vraiment la maladie mentale. Un titre alternatif aurait pu être « T'es-tu sûr que t'es pas folle, toi, Chris? » Je te dirais que tout le long du film, la personnage principale, Rose, c'est une psychothérapeute ou une psychiatre, Mhm. là, je ne me souviens plus trop exactement. Elle est dans un asile, elle travaille des heures de fou, elle est surmenée, puis elle finit par péter une latte. Puis là, même elle ne sait plus si ce qu'elle voit, c'est vrai ou pas. Ouais. Puis j'ai vraiment trouvé ça bien. Il y avait beaucoup de hype. J'ai réussi encore une fois à ne pas regarder les trailers. Je n'étais pas allé voir les ratings sur IMDb non plus parce que ça change automatiquement ma perception. Tu sais. Puis je partais de loin parce que mon fils me dit le pire film. Mais moi, dans ma tête, il avait haï le film. Mais il n'a pas aimé son expérience. Ouais, c'est complètement différent. Là. Fait que c'est efficace, je te dirais. La seule affaire, c'est que une petit factoïde comme ça. Est-ce que tu as reconnu Kyle Gallner dans le film qui joue Joel, qui est le policier, qui est l'ami de Rose? Moi, son visage, il me disait quelque chose, puis je savais que je l'avais vu dans un film d'horreur. Au début, je pensais que c'était dans Freddy vs. Jason, mais non, il joue un personnage dans l'asti de remake poche de Nightmare on Elm Street 2010. Pour de vrai? Ah oui, écoute, Ouais. tu vois, la semaine dernière, tu disais que tout ton cerveau, il éliminait les affaires mauvais. Ben, tu vois, moi, ce Nightmare on Elm Street-là, il est complètement parti de ma tête. Je l'ai regardé une fois, j'avais trouvé ça atroce. J'y ai redonné une seconde chance et après comme 15 minutes, j'ai fait OK, non, j'arrête là. Je suis incapable. Incapable. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Mhm. CGI. Freddy, il est 5 pieds 1 à peu près. Comme quand tu le vois sur le bord d'un mur, il est plus bas que les switches de lumière. C'est pas très imposant. Mais pour revenir à Smile, par contre, j'ai beaucoup aimé le mood. Je trouve que le film s'inspire beaucoup de Kubrick au début. Je ne sais pas si tu as ressenti la même chose, mais quand on voit Jack Nicholson dans The Shining, avec des longs plans séquences, Mhm. on comprend juste par de la façon que c'est filmé que ça va pas bien. Puis Ouais. ça, c'est très bien fait dans Smile. Méchant clash de budget, m'a dit mon gars, avec ce que tu me conseillais avant. Quand tu m'as écrit il y a un mois pour m'inviter à faire ce show-là avec toi, je disais,
D'après moi, il m'apprécie, Steve. Puis après les 2 premiers films, je dis, ah, d'après moi, il m'aime pas, ce gars-là. Il m'en veut. Mais là, ça, j'ai vraiment trouvé ça bien. Puis, tu sais, c'est un film qui a énormément de médiatisation. Je trouve que la campagne de publicité était Ah oui, top-notch. c'était vraiment solide, ça. C'est Pour une ceux qui bonne le idée. savent pas, pour ceux qui le savent pas, ils ont payé des acteurs pour aller comme dans des stades de baseball, comme juste en arrière du marbre, et tout le long, l'acteur ne fait que Ah, c'est hot. sourire pendant tout le long du match. Fait que ça a vraiment fait un engouement là, incroyable. C'est une très, très bonne idée. C'est comme comment faire du marketing qui te coûte pas grand-chose quand tu y penses, là. Je veux dire, l'acteur n'a pas coûté 10 000 là. Ils ont peut-être donné 2-3 000. Il va regarder une game de baseball puis sourit pendant 8h30 parce qu'un match de baseball, c'est souvent tellement trop long. Et je suis un fan, je joue à la softball, mais bâtard, des fois que c'est long, écouter ça à la TV. C'est très long. C'est un sport pour relaxer le baseball. Puis justement, quand tu regardes le baseball, ça va pas très vite. Fait que tu as le temps de t'attarder aux détails dans la foule. Puis quand tu vois les acteurs et actrices sourire comme ça, tout en étant statique, stationnaire, ça rend inconfortable. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans le film. La scène où est-ce que sa sœur vient la voir dans l'auto. Ouais, ça c'est. Man! J'étais avec mon fils Tom, mon plus vieux, puis ma conjointe Caro, on était sur le divan. Puis quand la tête vire à l'envers, puis apparaît dans la fenêtre, mon fils m'a regardé puis il a dit « Ah ouais, ça le fait, ça. Ça le fait. Ouais. Il y avait des frissons partout. C'est cool, des scènes comme ça. Tu te rappelles-tu dans The Ring, j'en parlais tantôt, quand il ouvre le garde-robe, puis tu vois la fille pétrifiée dans le fond du Oui. garde-robe assise. Ouais. Quand j'ai vu ça au cinéma en 2002, là, je suis resté figé sur mon banc, puis ça a donné le ton pour le reste du film au complet. Puis Smile réussit à bien faire ça. Je dois dire, par contre, que les 15 dernières minutes du film m'ont déçu. Ouais, c'est un peu. Je sais pas si la personne qui a écrit la fin de Smile est la même personne qui a écrit la fin de Barbarian, là, mais ça ressemble J'ai pas vu. beaucoup. J'ai Non, pas c'est vu vrai, t'as pas vu Barbarian. Barbarian, mais c'est dans le même style un peu. Mais ouais. Et tout le long du film, parce qu'à un certain point, à un moment donné aussi, tu te dis, ouais, non, pourquoi qu'elle fait pas ça? C'est tellement facile de s'en sortir, entre guillemets. Tu sais, un peu comme dans It Follows, tu sais, je veux dire, va-t'en à Cuba, là. Tu vas avoir la paix pendant 3, 4, 8 mois, parce que la personne marche pour te rattraper, il ne prendra pas un avion. Puis éventuellement, ben, va-t'en en Australie, tu sais, tu vas pouvoir survivre, ça va être long, mais bon. Fait qu'il y a quand même dans Smile, il y a cette question-là là, on parle de spoiler quand même un petit peu ça serait plate de te tuer, mais si elle se tue, là, quand il n'y a Fini. personne, là, Elle brise la chaîne. c'est fini, elle vient de briser la chaîne, tu sais. Donc, c'est ça. Il y a un peu de. Tu sais, puis ces 15 minutes de trop, il n'y avait pas de CGI avant. Il y en avait, là, mais je veux dire, c'était pas un over-reliance sur le CGI. Le 15 dernières minutes, avec la mère de Rose qui devient un genre de démon CGI mal fait. Puis là, il nous en montre trop. Tu sais. C'est ça. Ce qui a rendu le film efficace, je trouve, c'est qu'on ne voyait pas grand-chose. Puis ça se passait beaucoup au niveau cérébral. Puis là, il nous le spoil en le mettant. Puis de la façon que Rose met fin à sa vie, dans le reflet des lunettes ou des yeux de Kyle. Ouais. Come on, là, vous avez buildé 2 heures de temps pour faire ça. Très décevant. Puis c'était un wannabe Nobi Cabin en passant à la fin. Moi, c'est mon premier réflexe. Quand j'ai vu la cabane, ça ressemblait à la cabane dans Evil Dead. Mais bon. Rendu dans la cabane, j'aimais ça aussi. Ça allait bien jusqu'à temps que le CGI embarque. Puis ça, ben, pour moi, ça a un peu atténué l'impact du film, à mon avis, du moins. Qu'est-ce qui est le fun avec ce film-là? C'est que c'est parti d'un court-métrage. C'est un peu comme Lights Out. Fait que le réalisateur a fait un court-métrage en 2020 qui a passé dans un festival. Paramount l'ont vu et ont fait comme « Hey, ça serait intéressant ». Et ils ont développé un long-métrage. Fait qu'à tous les cinéastes qui regardent présentement, qui font des courts-métrages, ben, continuez de faire des courts-métrages. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver avec votre film. C'est bien dit. Justement, Caitlin Stasey, c'est l'actrice qui joue dans Smile, dans le court-métrage, et c'est la patiente qui s'ouvre la gorge avec un morceau de céramique devant Rose dans l'hôpital psychiatrique. Ça, c'est cool qu'ils reconnaissent les acteurs originaux du court-métrage aussi. Ouais, mais c'est comme la continuité, hein, le court-métrage. L'actrice du film transmet la disease, la maladie, whatever, au long-métrage. Je sais pas. J'ai pas vu le court, j'ai juste vu un extrait, mais tu sais, quand tu y penses, c'est exactement ça. Mais ça fait du sens que ça se transpose d'un métrage à l'autre à travers ça. C'est très méta. J'aime vraiment ces affaires-là. Puis c'est une bonne idée aussi.
Yes. Fait que combien de yeux tu donnerais à ce d'œil, de yeux, whatever, que tu donnerais à Smile sur 5? Ben, je donnerais 3 sur 5. OK. Je donnerais 3 yeux sur 5, ce qui est une note en haut de la moyenne. On s'entend que quand les gens voient 5 sur 10, ils pensent à un flop, mais c'est un film moyen. 5 sur 10, c'est moyen. 6 sur 10, c'est un petit peu mieux que moyen. La raison étant, j'aurais donné plus si la fin avait été un peu plus satisfaisante. Puis, on dirait que c'est un autre film, le 15 dernières minutes. C'est comme si je t'invite à souper, Steve, puis on mange un repas 5 services, puis tu capotes, tu n'as jamais bien mangé de même, on boit du bon vin, puis tout. Puis pour dessert, je te sers un tas de marde. Tu vas juste te rappeler du tas de marde. Puis quand ça finit de même, ben, ça laisse un goût amer. Fait que 3 sur 5, qui est une bonne note quand même, la meilleure jusqu'à maintenant, regarde-moi ça. Effectivement. Et là, je me posais la question. Est-ce que la semaine prochaine, durant la semaine, là, je pense que je vais te mettre au défi de regarder le remake de Terror Train. Ah, oh, Saint-Christ. Qui est sorti sur Tubi, en fait, Tubi partout au monde, je pense, sauf au Canada, qui est sur Crave. Mais ça a été réalisé par un Québécois. Je ne sais pas si je vais aller là, parce que j'ai pas vu des super bonnes critiques du film, mais je suis comme quand même curieux. La première chose, le poster est atrocement dégueulasse, mais je pense pas que c'est... En fait, parce que ce qui arrive, c'est que ça fit avec Tubi. Ce poster-là marche super bien avec la chaîne. Mais bon, on se met au défi de regarder Terror Train 2022? C'est comme si tu m'avais étranglé en dessous de l'eau, puis là, tu m'avais ressorti avec Smile, puis là, tu m'as remis en dessous de l'eau. Mais oui, absolument. Écoute, comme je te dis, moi, je suis partant de regarder tout type de films, que ce soit bas budget, que ce soit une méga production. Il y a de quoi à trouver de le fun là-dedans. Puis quand c'est pas bon, comme un fan de marde avec Martin et Martin, très drôle en passant. Ouais. Il y a quand même du plaisir à sortir de ça. Fait que let's go pour Terror Train Remake. C'est quelle année? C'est-tu cette année, ça? 2022, oui, ça a sorti, cool. ça a sorti en octobre. Fait que je pense, ou septembre, octobre. Fait que ça sort du four en plus. Mais let's go, Steve. Je suis bien partant. Exactement. Puis après, on va tomber proche du mois de décembre. Là, puis en décembre, on se tapera du Noël, des films de Noël. Ça va être extraordinaire. Il en manque pas de ça. Avec 4 semaines, on risque d'être obligé de faire... Ah, d'ailleurs, j'ai un auditeur qui m'a écrit qui a dit « J'en prendrais 2 par semaine des regards, moi, ça. » Si jamais on a le goût de se lancer à Noël, je suis partant de faire un petit blitz avec toi, Steve. All right. Fait qu'on se reparle de ça, puis on se voit la semaine prochaine à bord du train. Excellent. Merci. Salut. C'est malheureusement déjà tout pour cette 3e épisode du Chevalier du Démon du Midi. L'Inhumain, j'ai vraiment hâte de le voir. Allez au bit. Stéphane, la semaine prochaine, on se parle de Terror Train, le remake de 2022 et non le film avec Jamie Lee Curtis du début des années 80. D'ici là, allez sur YouTube, là, abonnez-vous à notre chaîne. On veut passer le cap des 1000 le plus vite possible. Aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram, écoutez-nous sur Spotify, sur Balado Québec, sur Apple Podcasts. La semaine prochaine, au Midi Horrifique, lundi, Peppercut. Mardi, l'année de l'horreur, on revisite l'année 1991 avec 3 films. Martin, Christophe et moi, on a choisi chacun un film. On va parler de ces films-là. Mercredi, on se bidonne durant un hors-route, comme d'habitude. Jeudi, le règne de la terreur. Après Undertaker, quel sera le sujet de Marc et de son co-animateur? C'est une très bonne question à découvrir. Vendredi, moi, je reçois Ariane Génina et Christian Kennel qui viennent nous parler de leur bande dessinée La Cité Oblique. Ça se passe à Québec, ça a rapport avec Lovecraft, ça dure plus que 100 pages, les dessins sont beaux, l'écriture est incroyable. Faut que vous voyez ça, manquez pas ça. D'ici là, je vous souhaite bon week-end et je vous laisse avec un extrait sur la route de l'horreur de un de nos fans du mois, Simon-Pierre Vigent, où est-ce qu'on a visité sa collection qui était écœurante. Donc, amusez-vous, bon week-end et à la semaine prochaine. Salut la gang, ici Kevin. Aujourd'hui, on est à Sainte-Agathe-des-Monts pour rencontrer un vrai passionné, un vrai collectionneur. On va aller voir Simon qui va nous présenter sa belle collection. On va voir ça? Yes, sir! Bonjour, mon nom est Simon Vigent. Passionné d'horreur depuis mon plus jeune âge. Ma mère m'a embarqué là-dedans. Puis j'ai suivi la passion, elle aussi. Mes enfants commencent à l'avoir. Wow! Fait que ça, c'est ta place à toi. C'est la place. C'est le man's cave. J'achète mes pièces pas mal partout, des collectionneurs.
beaucoup horreur fanatique qui font un encan que je n'ai acheté quand même pas mal de Christian. On commence avec un jazz. Un jazz? Ouais. Ça vient d'où, ça? Celui-là, je l'ai acheté en encan, horreur fanatique. Fait que t'as fait le décor autour, là. Ouais, le décor autour, ça, on a construit autour.